Il semblerait que les gens arrivent et se connectent au fur et à mesure. Alors, ce que je vous propose pour qu'on puisse avoir le temps d'avoir l'intégralité de vos présentations et d'avoir un temps de questions-réponses qui soit suffisant, c'est peut-être de commencer. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Donc, on se retrouve dans le cadre de ce webinaire du programme de recherche interdisciplinaire sur la fin de vie pour avoir la présentation de 2 retours d'expérience de consortia interdisciplinaires sur la fin de vie à l'étranger. Donc le premier consortium, alors complètement arbitraire et je reprends juste le sens de mes notes, mais on peut faire les présentations dans l'autre sens, il y a pas de souci. Le premier consortium donc, est celui d'Isabelle Marcoux, de Catherine Perron et de Marie-Ève Boutillier, donc, qui s'intitule Consortium interdisciplinaire de recherche sur l'aide médicale à mourir et qui se situe donc dans la province de Québec au Canada. Et le second consortium sera présenté par Ève Rubly-Truchard et Anka Christina Steri, qui sont donc toutes les deux en Suisse et qui participent à un consortium qui s'intitule Understanding Altruism at the End of Life. Mesdames, je vous laisse commencer. Je sais pas dans quel ordre, mais voilà. Isabelle, si vous voulez, vous êtes la première que je vois. Je vous laisse commencer. Parfait. J'ai la possibilité de partager, oui? Oui, normalement, oui. Ça va fonctionner. D'accord. Il capte. Je vais peut-être être obligée de mettre l'ensemble de mon bureau. Donc, aucun problème. vous me direz juste 2 petites secondes. Est-ce que vous voyez ma présentation? Alors, pour l'instant, on a encore un écran, enfin en tout cas pour ma part, un écran tout blanc. OK. Désolée pour cela. Je me réessaye. Alors, je pense que là, ça devrait fonctionner. Est-ce que ça fonctionne? C'est tout bon. On voit Oui, on voit votre je écran. vais le mettre. D'accord. Bon, merci beaucoup pour cette invitation à présenter. Donc, je suis seule aujourd'hui, mais c'est vraiment un travail de collaboration. Donc, je suis sur le comité, disons, exécutif de ce consortium avec Catherine Perron, Marie-Ève Boutillier. Et comme vous allez voir, nous avons une énorme équipe pour rencontrer ce grand mandat qu'on nous a donné. Donc, très brièvement, je veux juste situer qu'est-ce qui est à la base de la création de ce consortium-là. Ensuite, vous parler du consortium, comment il est composé, nos objectifs, méthodes de recherche. Ça peut vous donner un peu certaines idées selon qu'est-ce que vous voulez faire. Et puis, j'avais aussi quelques petits éléments de réflexion à la fin pour faire des liens avec notre propre expérience, puis ce que vous voulez mettre en branle en France sur la base de discussions que j'ai eues au préalable là, avec les personnes qui interviennent dans ce symposium aujourd'hui, dans ce webinaire. Alors, juste brièvement, pour vous dire que bon, l'aide médicale à mourir est légale depuis 2014, entrée en vigueur 2015. Ce qu'on observe, c'est vraiment une hausse importante du nombre de décès par aide médicale à mourir depuis l'entrée en vigueur de la loi. Et donc, dans ce cadre-là, le gouvernement se pose des questions et se demande pourquoi est-ce qu'il y a une hausse si grande d'aide médicale à mourir au Québec. Donc, là, je n'ai pas présenté les chiffres, mais si on se compare avec les autres juridictions, donc le Québec est devenu, il y a déjà 2 ans, la juridiction mondiale où il y a la proportion la plus élevée
de décès par aide médicale à mourir ou, si l'on veut, suicide assisté, euthanasie, dans l'ensemble des juridictions, malgré le fait que le Québec est beaucoup plus récent dans sa loi par rapport à d'autres juridictions, dont par exemple la Belgique et les Pays-Bas. Donc, le gouvernement, donc le ministère de la Santé et des Services sociaux a décidé de lancer un appel à proposition pour un projet de recherche qui permettrait d'expliquer le recours à l'aide médicale à mourir. Donc, ça, c'était en mars Isabelle, 2024. Isabelle, excusez-moi, je ne sais pas si vous changez les diapos depuis le début, mais elles n'ont pas Oui. tourné. Ah. Là, on les a en mode, on les a pas en mode présentateur, on a l'autre vision et les diapos n'ont pas changé. OK. Merci pour cette. Est-ce que là, est-ce que vous Oui, voyez. si vous faites ça, on les voit, oui, tout à fait. Je vais peut-être le laisser comme ça, juste pour être sûr que ça fonctionne. Super. Donc, ici, Merci. pour présenter l'augmentation du nombre des décès par aide médicale à mourir. Et ici, bon, quelques coupures d'articles de journaux qui démontrent vraiment l'importance des questionnements au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux sur cette question-là et la mise sur pied comme d'un projet, donc un appel à proposition pour répondre aux questions du ministère. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on a été appelé à répondre à la demande du ministère. Comme vous allez le voir, il y avait déjà plusieurs questions de recherche qui étaient identifiées au préalable, donc des objectifs bien précis avec différents volets de recherche à couvrir. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans ce programme de recherche, il était clair qu'une seule équipe serait financée pour répondre à l'ensemble des questions. Donc, ici, je suis consciente que la façon de procéder, de mettre sur pied, par exemple, un consortium très différent là, de ce qui se passe en France, mais tout de même, je pense qu'il y a certains éléments qui peuvent être intéressants pour vous. Donc, ce qu'on a fait, c'est que c'est sûr qu'il y avait plusieurs équipes qui étaient intéressées à soumettre pour cet appel à projet, mais très vite, on s'est rendu compte que si on voulait vraiment maximiser les chances de pouvoir obtenir et de pouvoir réaliser les projets, que l'union ferait la force. Alors, petit à petit, on a commencé à parler entre nous et à se dire, OK, comment est-ce que, voici, il y a une équipe là, il y a une équipe là. Donc, on s'est un peu concerté pour créer, en fait, le consortium là, que je vais vous présenter. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait un seul porteur de projet possible. Donc, une personne qui chapeautait tout ce consortium. Alors, la personne identifiée responsable au niveau du ministère, donc c'est Marie-Ève Boutillier, mais donc avec Catherine Perron et moi-même, on a constitué ce consortium-là. On est 75 membres, donc il y a 46 chercheurs. Des chercheurs viennent du Québec, viennent aussi d'autres provinces au Canada, mais on a aussi des chercheurs à l'international. Donc, on a créé pour ça des comités, donc toute une structure de gouvernance avec le comité exécutif qui est nous trois. Ensuite, on a un comité directeur qui nous suit. Le comité directeur, il est composé de personnes qui sont des personnes clés dans le projet qui ont des rôles différents et des statuts différents. Par exemple, on a une patiente partenaire qui est présente, on a un médecin, on a une épidémiologue. Donc, on a des gens qui viennent de différentes disciplines, des chercheurs, mais aussi des gens du milieu, donc plus du terrain. On a aussi des personnes qui sont des personnes qui prodiguent l'aide médicale à mourir, d'autres non. Donc, on essaie vraiment de faire une belle mixité. Le comité scientifique, il est composé des personnes qui sont responsables des différents volets qui sont couverts par le projet. Je vais vous le présenter brièvement, mais bon, on a aussi
bon, le comité consultatif international qui est très important aussi pour nous pour mettre en perspective nos données avec ce qui se passe à l'étranger. On a aussi un comité là, de coordination du projet. Donc ici, vous voyez, on a différents volets. Un volet qui porte sur les pratiques, les lois, les politiques publiques. Un deuxième volet sur l'encadrement des demandes anticipées d'aide médicale à mourir, qui est une nouvelle mesure qui vient d'entrer en vigueur dans la loi. Les facteurs sociétaux, donc est-ce qu'il peut y avoir différents facteurs sociétaux comme l'acceptabilité sociale de l'aide médicale à mourir qui pourrait expliquer la hausse plus importante au Québec qu'ailleurs, des disparités au niveau des régions qui pourraient expliquer pourquoi il y en a plus dans certaines régions que d'autres, les caractéristiques personnelles, quelles sont justement les particularités des personnes qui font des demandes et qui en reçoivent, et aussi des éléments liés à l'organisation des soins et des services de santé. Donc, vous voyez, pour chacun des volets, il y a des objectifs spécifiques et il faut couvrir l'ensemble de ces objectifs. Bien sûr, nous aussi, on a rajouté certaines choses de par nos propres expertises en tant que chercheurs, mais il fallait quand même pouvoir couvrir l'ensemble des demandes faites par le ministère. Ici, très brièvement, c'est juste pour vous dire que pour coordonner l'ensemble de ces volets à gérer avec tous ces objectifs, on a opté pour un cadre théorique, donc qui est le modèle écologique de Bronfen-Brenner qu'on a adapté au contexte de l'aide médicale à mourir. Donc ça, c'est vraiment un élément très facilitant quand on fait des projets de recherche à plusieurs pour vraiment bien conceptualiser, comprendre qu'est-ce que l'on fait. Donc, pour chacun des volets, on a des méthodes spécifiques, mais en amont, ce qu'on a décidé, c'était de développer des méthodes transversales. Ces méthodes transversales peuvent servir à documenter l'ensemble des volets. Donc, par exemple, une méthode, disons la méthode de synthèse systématique va venir documenter l'ensemble des volets. L'enquête populationnelle va venir documenter certains des volets et pas tous, etc. Donc, des entretiens avec des informateurs clés qui sont des personnes qui ont un rôle clé dans l'organisation, la gestion de l'aide médicale à mourir au niveau provincial. Donc, il y a aussi des entretiens qui sont faits dans les autres juridictions. On a, comme vous voyez ici avec les petits drapeaux, on a quand même sélectionné différentes juridictions pour pouvoir faire des comparaisons. Donc, des collectes de données sont faites dans toutes ces juridictions-là. Donc, de cette façon, avec les groupes de discussion, avec des personnes qui sont des dispensataires de l'aide médicale à mourir, des médecins, des infirmières. Donc, les entretiens aussi avec les informateurs clés et l'enquête populationnelle va être menée dans l'ensemble de ces juridictions. Donc, pour chacun des volets aussi, on a des méthodes spécifiques et pour chacun de ces volets, il y a des personnes responsables au plan scientifique pour la gestion de ces méthodes spécifiques. Ce qu'il faut aussi comprendre, tout à l'heure, je parlais qu'il y avait 75 personnes dans notre consortium. Bien, dans chacun des volets, les différents membres, les 75 membres, font partie de un ou plusieurs volets. Donc, selon leur intérêt, selon leur spécialité. Alors, vous voyez que c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de projets de recherche en même temps à gérer. Donc, on a aussi, chose importante, développé une perspective de mobilisation, stratégie de mobilisation des connaissances en amont du projet de recherche. Donc, déjà en développant le projet, on a déjà commencé à travailler avec un comité qui est spécialisé en mobilisation de connaissances pour développer au fur et à mesure du projet de recherche des stratégies, des outils pour diffuser les connaissances là, à différents auditoires. Alors, voici ici la liste des différentes personnes qui font partie de l'équipe CIRAM.
Et en fait, juste pour me dire, Clément, combien de temps me reste-t-il? Est-ce que j'ai Bon, encore un petit 5 minutes? eh ben, c'est parfait. Oui, c'est bon? OK, parfait. Aucun problème. Alors, comme je disais tout à l'heure, des discussions que nous avons eues en préparation de ce webinaire, il y a certains éléments qui sont ressortis pour moi, puis je me suis dit, ah, ça serait bien d'aborder ces enjeux qu'on a un peu identifiés et voir avec vous si c'est des éléments qui peuvent être pertinents pour une discussion. Donc, tout d'abord, comme je le disais tout à l'heure, la façon dont notre consortium a été mis en place, c'est sûr que c'est très, très différent de ce qui se passe plutôt en France avec les consortia qui vont se développer. Donc, pour nous, ça a été plutôt ce qu'on pourrait appeler une approche bottom-up, mais dans le sens que déjà au départ, il n'y avait pas d'idée de créer un consortium avec l'appel de proposition du ministère. Donc, ça aurait pu en fait se faire avec une équipe de 5 personnes, mais en réalité, quand on regarde l'ensemble des questions, objectifs de recherche à couvrir, c'est sûr que ça prenait vraiment beaucoup de personnes et ça prenait des expertises, des compétences différentes. Donc, c'est nous qui avons décidé de créer un consortium pour répondre à ces questions-là. Donc, je vous dirais que ça a été quand même un travail un peu politique, je dirais, de créer ce consortium. Donc, il y a eu beaucoup d'enjeux, de discussions, de partage des rôles et responsabilités, mais en même temps, il fallait qu'il y ait une personne ou en tout cas quelques personnes qui étaient celles qui allaient mener le bateau. Alors, donc, je sais que pour vous, de ce que j'ai entendu parler, donc peut-être qu'il y a des choses qui ont changé, je ne sais pas, mais il y a déjà des thématiques qui sont identifiées, mais aussi, c'est que des équipes vont soumettre des projets et éventuellement, ces équipes-là peuvent être mises en contact pour faire des alliances, disons, pour créer ce consortium ou ces consortiums. Alors, c'est sûr que même pour nous, en partant on va chercher aussi les personnes avec qui on a le goût de travailler. Ce que je dirais, c'est que on reste quand même dans le domaine des chercheurs au niveau universitaire. C'est pas toujours facile. On est habitué de travailler un petit peu en silo, de faire ses propres projets. Donc là, il y a beaucoup de concessions à faire, mais aussi, il faut qu'il y ait quelqu'un un peu qui soit identifié ou quelques personnes qui sont identifiées quand même comme étant les porteurs. Alors ça, je pense que c'est un des enjeux que personnellement je vois. Au niveau pour nous, là, ce qu'on a créé comme pour le consortium, ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec la structure de gouvernance, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien, notamment pour le comité scientifique. Donc, il y a des personnes identifiées, responsables, disons, s'il y a différents projets qui font partie de ce comité-là. Donc, pour discuter ensemble, de s'assurer que tout se passe bien, mais on a aussi un comité directeur. Et le comité directeur, c'est vraiment lui qui va nous permettre parfois de trancher au plan scientifique pour les décisions scientifiques sur est-ce qu'on accepte que tel élément soit rajouté, par exemple, dans le projet suite à des demandes de responsables de volet. Donc, c'est arrivé, donc c'est quand même quelque chose à laquelle penser qu'il peut y arriver en cours de route des modifications, des changements, puis il faut quand même qu'il y ait des gens qui vont trancher à quelque part. Alors, le partage des responsabilités au niveau scientifique, mais aussi d'avoir un comité directeur pour aider à appuyer ces décisions-là. Aussi, au niveau de l'interdisciplinarité, la multisectorialité, donc très important. Nous, dans notre consortium, on a plus d'une quinzaine de disciplines qui sont représentées.
On a vraiment des gens qui viennent d'un peu de partout. On a des anthropologues, sociologues, psychologues, éthiques cliniques. On a des médecins qui viennent de différentes sphères, soins palliatifs, gériatrie, psychiatrie, neurologie. Donc, vous voyez, c'est assez éclaté. Les sciences infirmières, philosophie, sciences des religions et théologie, santé des populations, il y en a beaucoup. Donc, je sais pour avoir fait un postdoctorat en France il y a plusieurs années, donc de 2006 à 2009, qu'il y a vraiment disons, un peu une séparation entre le domaine santé et le domaine des SHS, sciences humaines et sociales. Ce qu'on a un petit peu moins, nous, au Québec, ça fonctionne plus ou moins comme ça. C'est plus mélangé. Notre consortium, nous, c'est vraiment c'est psychologie, éthique clinique et travail social qui gère le consortium. Donc, je sais qu'au niveau peut-être médical, parfois, qui a peut-être plus une place importante au niveau des financements ou des décisions en France. Donc, ça, c'est un autre élément que je me disais, OK, comment est-ce que vous allez bien arriver à travailler et à partager les pouvoirs là, entre au niveau du domaine plus santé avec les SHS. Alors voilà, je pense que ça fait le tour pour ce que je voulais aborder avec vous. Je ne sais pas si, Clément, tu veux passer à des questions tout de suite ou peut-être faire une présentation sur l'équipe suisse avant. Je me dis qu'on peut peut-être avoir les deux présentations et toutes les questions à la fin. Comme ça Ouais. permettra de se nourrir des deux présentations. En tout cas, merci beaucoup Isabelle parce que ça illustre complètement, enfin c'est complètement dans la logique de ce qu'on veut essayer de faire et avec le programme et l'appel à candidature. Donc voilà, merci pour cette présentation. Ça fait Euh, plaisir. je, je vais passer du coup la parole à Ève Rubly et Anne Casteri, donc qui sont en Suisse et qui vont nous présenter donc leur consortium qui travaille autour de l'altruisme. Oui, bonjour à tous. Alors, avec Anka Sterrier, on va vous faire une présentation de un peu notre fonctionnement. C'est vrai que vous verrez que c'est assez différent et puis on n'est pas peut-être pas représentatif de ce qui se passe en Suisse. Ce que j'aimerais peut-être dire en préambule, donc peut-être on va juste se présenter comme ça, c'est déjà plus simple. Donc moi, je suis un médecin, je travaille en médecine interne et gériatrie surtout. Et puis j'ai rejoint, vous allez voir, une chaire de soins palliatifs gériatriques. Donc, on a mis ensemble des compétences et de gériatrie et de soins palliatifs maintenant il y a 10 ans. Et puis, je vous expliquerai un peu plus tôt comment cette chaire s'est montée. Puis peut-être, Anka, tu veux juste te présenter avant que je mette la présentation, comme ça les gens te voient aussi, c'est plus Oui, agréable. merci, bonjour. Donc moi, je suis sociologue de la santé et linguiste. Je travaille dans le cadre de cet hôpital, donc le CHUV, depuis bientôt 9 ans maintenant. Je m'occupe essentiellement de la recherche qui porte sur la communication concernant la fin de vie. Voilà, et puis je partage ma présentation et puis je vais vous expliquer un peu déjà les différences importantes qu'il y a. Alors, partager, alors plutôt, est-ce que je partage la fenêtre ou l'écran? Fenêtre, il y en a plusieurs, voilà, et je vais trouver, est-ce que je trouve ma présentation? Voilà, vous allez me dire, est-ce que vous voyez la présentation C'est tout bon, on voit la en mode, présentation. est-ce que vous la voyez en mode présentateur ou plutôt avec les Alors petites non, là slides on à voit côté? la fenêtre Ouais. comme pour Isabelle tout à l'heure. Alors, je vais quand même essayer de mettre en mode présentation, diaporama. Voilà, vous voyez la slide en entier? On voit la slide en entier, OK. c'est Puis top. voilà, Merci. alors je passe à la suivante. Est-ce que vous voyez le plan? On voit le plan aussi, ça D'accord, fonctionne. parfait. Donc, Merci beaucoup. vous me dites si des fois ça bloque, c'est vrai que c'est bien de dire. Donc, j'expliquais peut-être en préambule, en Suisse, c'est quand même assez différent
où on n'a pas, si je résume un peu, le gouvernement ou notre Conseil fédéral qui va qui va mandater des groupes pour organiser ce qui se passe au niveau recherche, où on a effectivement des programmes parfois nationaux de recherche sur des thématiques où ensuite, il y a la possibilité pour les différents groupes de recherche de tenter d'avoir un financement pour une recherche donnée, pour que globalement, dans le cadre de ce programme de recherche, il y ait un sens et puis ensuite, il y ait des rapports qui soient faits. Je donne pour exemple justement un programme de recherche sur la fin de vie qui a eu lieu entre 2013 et 2016 sur la fin de vie où en fait notre équipe ou différents membres de notre équipe avaient eu quelques projets de recherche pour travailler sur différents thèmes liés à la fin de vie, mais c'était vraiment très éparse en Suisse. Et puis après, l'idée dans ces programmes-là, c'était de s'assurer qu'on soit quand même représentatif de la Suisse et puis pas qu'on fasse quelque chose de très petit. Vous savez que la Suisse est multilinguiste, beaucoup, 2 tiers à peu près allemands, 1 tiers roman français, qui parlent français comme ici, et puis aussi une petite partie qui parle italien en Suisse. Donc, ils ont à cœur de ça, mais voilà, il n'y a pas de consortium comme vous l'avez présenté, Isabelle, au Québec. Et puis, il y a la possibilité, par contre, pour les gens de créer des liens entre eux, et puis c'est ce qu'on va vous présenter un peu dans les slides suivantes. Donc, je vais présenter comment quand même s'est créée cette chaire de soins palliatifs gériatriques et les conditions qui ont été mises pour qu'elle se crée en 2016 au CHUV, qui est effectivement à Lausanne, en Suisse. Vous parlez des objectifs et des thématiques très brièvement quand même de cette chaire qui est encore présente. Et puis, je vous montrerai aussi ensuite notre équipe interne qui est interdisciplinaire, donc justement comme avec des collègues comme Anne Casterier qui collaborent, mais avec aussi des collaborations avec d'autres chaires qui sont liées quand même aux soins palliatifs, et je vous dirai quelques mots là-dessus. Puis Anka va vous donner un exemple d'un projet de recherche qui est justement allié ces différentes chaires qui existent au sein de notre institution, et en parlant d'un projet de recherche concret. Et puis, en préparant cette présentation avec Clément et Isabelle il y a une semaine, on s'était dit que ça serait peut-être intéressant pour vous, comme on n'a pas forcément un consortium comme ça, mais de vous dire un peu les défis un peu que nous avons vus dans ces collaborations qu'on a dans notre équipe, mais aussi avec les autres équipes qui sont au niveau suisse ou international, les quelques défis qu'on a pu vivre avec cet exemple de projet de recherche concret. Voilà. Je passe à la slide suivante. Donc, vous dire que, en fait, comment s'est créée cette chaire de soins palliatifs gériatriques? En fait, en 2016, disons quelques années avant, il y avait la volonté et du service de soins palliatifs du CHUV et du service de gériatrie de dire, mais finalement, on est dans une société où il y a de plus en plus de personnes âgées qui vont avoir des maladies chroniques et qui vont s'approcher de la fin de vie avec des défis spécifiques, surtout qui se passent en dehors de l'hôpital. Donc, on doit mettre ensemble les compétences pour créer cette chaire avec vraiment une fonction très académique, de projet de recherche, de formation, d'être aussi des répondants pour certains projets peut-être de plus à visée politique aussi. Et puis, on a obtenu des financements. Alors là, vous voyez, il y a quand même des financements importants de fondations privées. J'ai nommé une fondation Lennart qui est très présente dans notre région lémanique, mais il y a aussi une autre fondation privée qui s'est engagée pour 10 ans. Pour vous donner des chiffres, c'est quand même plus de 4,5 millions qui ont été mis par ces fondations-là et le CHUV pour 10 ans, pour financer vraiment les chercheurs. Et puis, l'idée, elle était donc dans les objectifs de promouvoir vraiment les soins palliatifs gériatriques comme une discipline académique et puis qu'on puisse s'appuyer sur les services aussi existants en clinique pour pouvoir mener des projets de recherche qui fassent du sens pour les personnes âgées et leurs proches. Donc ça a été créé en 2016. Et puis, je vous mets en fait un peu En fait, on a eu la chance avec Ralph Jox, mon collègue, lui de base palliativiste, éthicien, et moi plutôt donc gériatre et plus clinicienne. On a eu la chance de pouvoir réfléchir de novo, de dire qu'est-ce qu'on veut avoir comme thématique qui nous tienne à cœur. Pour Ralph Jox, je nomme
thèmes. Bien sûr on a bien sûr travaillé aussi ensemble, mais vous voyez que des thèmes plus éthiques ou de challenges psychosociaux ont été à la base de certains travaux de recherche. On a travaillé sur le désir de mort, le désir de vivre, et c'est encore des travaux que nous menons maintenant dans notre chaire. Tout ce qui est lié aux décisions de traitement, à comment les personnes âgées peuvent garder leur autonomie même quand elles perdent leur capacité de discernement, comment est-ce qu'on peut assurer que les bonnes décisions de traitement soient prises. Et puis, ensuite, de mon côté, ce qui m'intéressait plus avec mon parcours clinique, c'était vraiment tout le développement des compétences des professionnels de santé, de la continuité de soins entre des personnes âgées qui sont dans ce parcours de soins où elles sont à domicile, elles peuvent passer par l'hôpital, passer par la réadaptation, retourner à la maison ou peut-être aller dans nous on dit des établissements médico-sociaux, les EMS, mais en France c'est les EHPAD, enfin ces soins de longue durée. Et puis est arrivé très vite notre collègue Anka Asterier qui prendra la parole après, qui avait ce côté très communication professionnelle, passion. Donc on a monté différents projets de recherche sur la manière dont les professionnels de santé communiquent avec les patients, avec leurs proches. On en a fait vraiment une thématique centrale dans notre chaire. Et puis, vous voyez aussi des thématiques très centrales sur l'Advanced Care Planning. Donc, en français, nous parlons de projet de soins anticipés. Et puis, j'aurais pu vous parler de cette thématique-là aujourd'hui, mais on a choisi de vous parler d'une autre thématique. Mais on a vraiment énormément travaillé sur l'Advanced Care Planning pour des personnes qui ont des troubles cognitifs débutants, pour des personnes qui ont des troubles cognitifs avancés, et c'est dans l'idée de garantir vraiment cette autonomie-là. Et puis, on a aussi pu ça, c'était un peu notre force, c'est que non seulement on a développé des projets de recherche, mais aussi des projets d'implantation et de formation. Et maintenant, après 8 ans de chaire qui existent, on a vraiment des projets de recherche qu'on nourrit, des projets de formation qui sont actuellement développés dans notre canton, avec des bonnes aussi échos au niveau national. Donc, on a, je pense, pu faire vraiment évoluer l'Advanced Care Planning dans notre région grâce à nos projets de recherche, à des différents liens qu'on avait avec les professionnels de santé qui sont, eux, sur le terrain. Et puis, il y a tous les aspects aussi éthiques que Ralph Jox a développés, avec lui aussi un pied, du coup, en éthique qu'il continue à avoir. Voilà, juste un petit mot parce qu'on n'est pas une équipe énorme. Là, je vous montre l'équipe actuelle. On a eu aussi, bien sûr, sur ces 8-10 dernières années, depuis la création de la chaire en 2016, on a eu quand même des gens qui sont venus et qui sont repartis. Mais actuellement, vous voyez que on a justement des collègues qui sont très interprofessionnels. On a eu des médecins maintenant, actuellement, juste maintenant, on n'en a pas, mais on a Anka qui a dit effectivement qu'elle est sociologue, on a des psychologues, on a des éthiciens ou pédagogues. Notre collègue Daniela Ritzenthaler s'occupe spécifiquement aussi des formations, mais en se basant sur les projets de recherche qu'on a pu mener. Et puis des infirmiers qui travaillent avec nous. Et puis on essaie toujours bien sûr de collaborer avec d'autres personnes en dehors de notre institution. Mais ça, c'est vraiment l'équipe actuelle, je dirais. Et puis, un point qui est très important aussi, c'est qu'on a la chance, à l'intérieur de notre CHU, du CHUV, on a la chance d'avoir d'autres chaires de soins palliatifs. Vous voyez, la principale, c'est la professeure Claudia Gamondi, qui a succédé au professeur Borasio maintenant depuis bientôt 2 ans, qui est la chaire de médecine palliative. Et puis, j'en parle parce que elle, entre autres, ses sujets de prédilection sont quand même l'assistance au suicide. Elle a beaucoup travaillé à ce sujet, donc je pense que la plupart d'entre vous qui travaillez aussi sur ce sujet la connaissez. Et puis, on a d'autres chaires de soins palliatifs, la chaire de soins palliatifs en psychologie avec le professeur Mathieu Bernard. Et puis, lui, il travaille sur des sujets plus de psychologie positive, l'altruisme aussi, la gratitude, le sens de la vie. Il a fait pas mal de projets de recherche là autour avec son équipe. Aussi,
la prise en compte des proches dans les soins de fin de vie. Et puis, on a la chaire de soins palliatifs aussi infirmiers avec le professeur Phil Larkin, qui a aussi eu différents projets de recherche avec lui, un collègue qui est venu d'Irlande avec une énorme connaissance internationale, avec beaucoup de collaboration pour différents projets de recherche au niveau européen, entre autres. Mais je ne vais pas entrer dans les détails de ces projets de recherche. Et puis, vous voyez du coup d'avoir aussi, alors la chance en Suisse, c'est qu'on a eu ces chaires qui ont pu, grâce à des financements souvent privés, ont pu être créés, et ensuite ça aide à pouvoir bien sûr obtenir d'autres fonds de recherche plus expertisés, publics, etc. Donc ça a été vraiment la possibilité de pouvoir co-créer pas mal de projets de recherche au sein de nos équipes. Voilà un peu pour comment s'est créé un peu nos équipes sur ces dernières années. Pour vous dire aussi dans l'ordre du timing, nous avons été, après bien sûr la chaire de soins palliatifs en médecine de la professeure Gamondi, la chaire de soins palliatifs gériatriques était la première chaire en 2016, suivie en 2018 du Phil Larkin et sa chaire de soins palliatifs infirmiers, puis depuis 2018-2019, la chaire du professeur Bernard. Voilà un peu au niveau du timing. Et puis, je passe la parole du coup pour la suite, pour un projet de recherche concret à ma collègue Anka Sterrier. Anka, je passerai les slides pour toi, tu me diras. Merci Eve. Voilà, on m'a proposé en fait de montrer un exemple concret de projet dans lequel la chaire de soins palliatifs gériatriques est impliquée, et aussi un projet de collaboration avec d'autres institutions. Donc, il s'agit du projet de recherche qui s'intitule Comprendre l'altruisme des patients et patientes en fin de vie, qui a reçu un subside du Fonds national suisse pour la recherche, qui est notre instance nationale la plus importante qui donne des bourses pour la recherche. Un projet de 3 ans qui est une collaboration entre le service de soins palliatifs du CHUV et 12 autres centres de soins palliatifs en Suisse et l'association Exit. Et en termes d'investigateurs, ils font partie donc justement du service de soins palliatifs, également et des chaires que Eve vient de présenter, donc la chaire de soins palliatifs gériatriques, de soins palliatifs infirmiers et de psychologie palliative. Donc c'est un projet interdisciplinaire parce qu'il combine la clinique, donc tant le regard médecine que les soins infirmiers, mais aussi la psychologie et la sociologie. C'est un projet dans le cadre duquel moi-même je suis une des investigatrices, mais nous en sommes 6. Et il est composé de 6 sous-projets qui ont comme objectif d'investiguer l'altruisme des patients et des patientes à travers des méthodologies et des approches épistémologiques très différentes. Donc, il y a un projet qui utilise des questionnaires avec les patients, un autre qui propose de faire des entretiens qualitatifs, toujours avec des patientes qui sont en soins palliatifs, un autre qui fait des entretiens qualitatifs avec les infirmiers et infirmières qui prennent soin de patients en soins palliatifs, pour voir quelle est leur attitude et compréhension de l'altruisme des patients et patientes. Un 4e sous-projet qui s'intéresse à l'établissement des directives anticipées ou du projet de soins anticipés, comme Eve l'a mentionné. Donc, effectivement, la discussion concernant le projet de soins anticipés et aussi des entretiens avec les personnes qui ont participé à cette discussion. Un 5e sous-projet qui utilise des entretiens qualitatifs pour aborder des personnes qui ont fait une demande de suicide et qui est programmée, donc pas seulement qui ont l'intention, et qui s'intéressent aux raisons et aux motivations. Et enfin, un sous-projet dont moi-même je suis l'investigatrice, qui s'intéresse aux interactions en unité de soins palliatifs, dans le cadre duquel nous avons audio et vidéo enregistré des interactions en temps réel en soins palliatifs. Tu peux changer la slide. Et puis, alors lorsque je discutais avec Eve de l'objectif de cette présentation, alors on s'est dit que ça serait intéressant de mettre en valeur en fait les barrières et les facilitateurs que nous avons rencontrés pendant ce projet,
qui est tellement grand et pluridisciplinaire. Donc, dans les barrières, on peut mentionner le processus de décision éthique et juridique très long. Donc, au CHUV, nous devons avoir des accords juridiques avec chaque institution partenaire, c'est-à-dire chaque institution au sein de laquelle nous allons collecter des données. Et puis, comme je l'ai dit, il y a plus qu'une dizaine. C'était notamment problématique parce que l'équipe de recherche avait été engagée pour 3 ans. Alors la durée minimale d'un doctorat, en tout cas en Suisse, c'est de 3 ans. Nous avons de l'argent pour 3 ans, alors que la décision éthique a quand même pris passablement de temps, environ 6 mois. Donc, heureusement, on avait pu la lancer avant, mais voilà, l'anticipation était importante. La collaboration avec certains sites de recherche, je pense que ça c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à nous, mais toujours rencontrer du gatekeeping dans l'accès aux patients. La collecte des données en 3 langues nationales, donc français, allemand et italien, notamment pour les entretiens qualitatifs, parce que nous avons dû développer des standards pour l'analyse, pour la traduction de ces entretiens, pour les analyses en parallèle. Donc maintenant, bien sûr, nous sommes en train de publier un article rien que sur comment est-ce qu'on peut faire une analyse en 3 langues sur un seul type d'entretien. Et puis, la triangulation de notre projet. Donc, pour le moment, les analyses se font individuellement au sein de chaque sous-projet. Et la partie finale suppose une triangulation, qui est une partie très importante du projet qui demande une collaboration très, très forte entre les sous-projets tout au long du projet, donc pas seulement à la fin. Quels ont été les facilitateurs les plus importants? Alors, la collaboration préalable de tous les investigateurs sur la thématique. Donc, nous avons fait une scoping review qui a aussi pris passablement de temps, mais voilà, c'était une façon de très bien se connaître et de savoir comment chaque personne travaille. La connaissance des membres de l'équipe, donc le fait que nous travaillons en gros sur le même étage et puis on se connaît. Donc quand il y a des petits couacs à résoudre, c'est assez facile. Euh, L'investissement des investigateurs, vous avez pu le remarquer, il y a une thématique principale qui est l'altruisme, mais beaucoup d'approches différentes. Donc le fait que chacun se retrouve dans ce qu'il fait, dans son sous-projet, pour faire quelque chose qui l'intéresse euh, beaucoup. Des investigateurs qui ont des expériences très très variées. Donc le chef du projet, le professeur Mathieu Bernard, est psychologue et chercheur, mais il y a aussi des médecins, des infirmiers, moi-même qui suis sociologue. Donc voilà, une interdisciplinarité très très importante qui a nécessité aussi une volonté, une ouverture au travail en interdisciplinarité. Alors c'est très facile à dire, mais plus difficile à le faire. Mais voilà, il y a eu un travail important en amont pour travailler en interdisciplinarité. Et puis, enfin, je pense, on peut mentionner les réunions régulières de monitorage du projet 1 fois par mois sur un espace de 3 heures, voire 4 heures, qui permettent un brainstorming commun afin d'identifier les barrières et aussi les ressources et d'identifier une réponse commune avec laquelle tous les investigateurs sont d'accord. Donc voilà pour ma part, mais bien sûr, je suis là pour répondre aux questions. Voilà, on a fait assez court, comme ça on a le temps de discuter. Voilà pour notre part. Super. Et ben, merci beaucoup, Eve et Anka, du coup, pour cette présentation. Alors, effectivement, un modèle qui est peut-être un petit peu plus loin de ce que nous, on imagine dans le cadre du programme, mais qui me donne beaucoup d'idées pour notamment la suite, puisque même si le programme vient de commencer, on nous demande déjà de penser à plus long terme. Donc, voilà, je vois en tout cas de belles choses et la manière dont vous avez ajouté des briques au fur et à mesure, tout ça est très intéressant. Euh, Bah écoutez, normalement, vous pouvez tous et toutes activer vos micros si vous avez des questions. N'hésitez pas. Voilà, levez peut-être la main pour éviter que ce soit trop le bazar et qu'on parle tous en même temps, mais en tout cas, la parole est à vous. Sarah, je t'en prie.
Bonjour, donc moi je suis Sarah Carvalho, je copilote avec Régis Sobry, mais qui ne pouvait pas être là, je crois, aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je le vois pas. Donc la question que je me posais, c'était en fait sur l'évolution, parce que bon, vous avez quand même du recul là maintenant sur vos consortia. Et finalement, nous, on part sur une perspective de 3 ans, parce que entre 3 et 5 ans. Mais donc, on a une vision un peu claire sur la perspective des 3 ans. Mais bon, vous avez beaucoup plus de recul, notamment là en Suisse. Et finalement, est-ce que il y a 8 ans, vous aviez cette vision du point d'arrivée, enfin, jusqu'où vos objectifs étaient clairs? Parce que donc nous, nos objectifs, bien sûr qu'ils s'inscrivent dans une meilleure compréhension des enjeux liés à la fin de vie, éventuellement l'accompagnement s'il y a une évolution de la loi française, voilà. Mais disons que ce n'est pas évident de nous dire qu'est-ce qui fera que notre consortium aura réussi. Donc, bien sûr qu'il y a la question des publications, des financements, etc. Mais pour vous, quels seraient les indicateurs? Parce qu'en fait, rien que de pérenniser votre consortium sur un grand nombre d'années, je trouve que c'est un signe de réussite. Mais est-ce que ça, vous l'aviez anticipé? Quels sont les moyens que vous êtes donnés, en fait? Là, vous parlez plutôt parce que vous parlez plutôt pour le Canada, ou bien le Québec, ou bien plutôt pour la Suisse? En fait, votre consortium a duré plus longtemps que le consortium canadien, donc c'était une question pour vous sur la question de la durée. Et après, pour Isabelle, c'est la question de finalement des indicateurs de réussite. Quels seraient-ils pour vous, parce que nous, voilà, on est dans la phase nettement en amont, et il faut qu'on rende évidemment au ministère des indicateurs de performance, mais au fond, pour vous qui êtes à l'intérieur de consortium sur la question de la fin de vie, quels sont les indicateurs de réussite? Et évidemment, on voit tous publication, financement, on sait tous que ces indicateurs-là existent et sont importants, mais j'ai l'impression que pour qu'un projet dure, il ne faut pas que ça non plus. Alors, avec Anka, on peut parler un peu par rapport à la Suisse. Alors, effectivement, si vous voulez, là, ça va par rapport à notre chaire qui a commencé en 2016. Je dirais que ce qui montre quand même que ça a bien marché pendant ces 10 ans, c'est qu'on a des collaborateurs tels que Anka Sterrier ou Laura Jones, deux collaboratrices clés qui sont là depuis le début. Et puis, malgré qu'on ait un financement, le financement, en fait, on l'avait pour Ralph Jox et moi, principalement. On avait un petit fonds pour les chercheurs, mais ça nous a permis d'engager les chercheurs au début. Mais en fait, que ces chercheurs soient là et puissent rester quand même toutes ces années, ça montre quand même qu'on a obtenu des fonds, qu'ils ont été motivés. Et puis, par exemple, je dirais que je citerai comme le parcours de notre collègue Anne Casterier, qui était une sociologue avec un peu d'expérience, mais qui a pu monter son dossier académique, avoir ses propres financements. Et puis maintenant, Anka, tu vas être même prof, tu es prof avec un propre fonds national. Donc, je dirais que d'avoir des gens qui s'impliquent et qui mettent du sens dans ces projets de recherche, ça, c'est une super réussite et ça, on en est très fiers. Ça reste un défi au cours du temps d'avoir les mêmes aspirations. Nous, on a vécu là un changement de chefferie de service. Ça déstabilise énormément. Je ne suis pas sûre que la chaire de soins palliatifs gériatriques survivre encore ces prochaines années. Voilà, il y a de tenir sur le long terme. Voilà, il y a quand même aussi les projets de chaque personne qui, tout à coup, il y a quand même des gens qui vont aller vers où ils peuvent continuer à vivre comme chercheurs, donc, ou comme cliniciens. Donc, ouais, ça reste des défis énormes de vivre à long terme, je dirais. Voilà, je ne veux pas prendre non plus tout le temps de la discussion pour ça. Peut-être Isabelle aussi, parce que vous avez comme du coup aussi l'expérience de consortium. Et puis, ou Anka. Ouais, Oui. Anka.
Est-ce que Anka voulait ajouter quelque chose avant? Non, merci. Oui, alors je valide ce que Eve vient de dire. C'est vrai que cette ouverture envers les collaborateurs, ça c'est quelque chose que nous avons ressenti constamment, et le fait que on s'est nourri des projets de la chaire, tant que la chaire s'est aussi nourrie des projets des collaborateurs. Par exemple, moi, comme Eve l'a dit, je viens avec une focalisation sur la communication. Alors cette thématique a été reçue avec intérêt dans la chaire. C'est vrai que ça fait sens aussi, mais c'est quelque chose qui m'a motivé à rester. Donc voilà, un nourrissement réciproque, je pense, qui était très important. Je peux rebondir là-dessus. Justement, je pense que le fait d'avoir des nouvelles collaborations avec des gens, entre autres avec qui on n'a jamais travaillé, puis qu'on se rend compte que, bon, il y a d'autres projets en cours de route même qui s'installent, qui se créent avec ces équipes qui n'étaient pas nécessairement habituées de travailler ensemble. Juste pour vous donner un exemple, nous, donc, c'est sûr, on a eu 900 000 $ canadiens pour faire tout ce projet-là. Donc, ça équivaut à peu près à 600 000 €. C'est très peu pour faire tout ce dont on doit accomplir. Donc, on a fait des demandes de subventions externes. Donc, on a déjà comme 3 différents projets qui viennent s'ajouter à ce qu'on a déjà comme projet de recherche. Donc, c'est sûr que ça crée des nouveaux liens, des nouvelles collaborations qui vont probablement perdurer. Il y a des gens aussi qui ont eu des postes plus stables, des postes universitaires. Je vois aussi les liens. Nous, on a la plateforme, le pendant de la plateforme qui est le réseau québécois de soins palliatifs, soins de fin de vie, qui déjà fait un travail extraordinaire pour mettre en lien toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la fin de vie, les chercheurs, tout ça. Donc, ça, c'est sûr que ça nous a aidé aussi à créer ce consortium. Et puis, c'est sûr que pour nous, pour l'instant, les mesures de succès sont plus jusqu'où est-ce qu'on avance dans le projet en fonction de toutes les étapes et l'échéancier qu'on a. On a seulement 3 ans pour réaliser tous ces projets-là. Donc, c'est très, très court. Donc, c'est sûr qu'on a quand même une structure qui est assez, je dirais, organisée. On a des rencontres à chaque semaine avec le comité exécutif. On a des rencontres par mois avec les comités scientifiques, comités de direction pour s'assurer que chaque volet avance. On vient d'avoir la première rencontre, disons, ça fait presque 1 an que le projet a commencé, avec tous les représentants de volet, ben, toutes les personnes impliquées dans le CIRAM aussi pouvaient participer, mais où on a fait une mise à jour, où est-ce qu'on est rendu dans chaque projet. Et c'est sûr que pour nous, la mise en place d'un comité de mobilisation des connaissances en amont, donc pas seulement à la fin de dire voici les produits qui vont être faits suite aux résultats qu'on va obtenir avec le projet de recherche, donc où on travaille aussi avec les associations de médecins, infirmières, pour voir aussi c'est quoi leurs propres besoins pour intégrer après dans la pratique. Donc, je pense que c'est tous des éléments qui contribuent éventuellement au succès là, d'un projet. Merci. Peut-être, oui. Bonjour à toutes et tous, et merci beaucoup pour vos présentations stimulantes. Je suis donc Régis Aubry et je co-coordonne ce programme avec Sarah Carvalho. Oui, c'est un peu une aventure hein, de créer des consortia. On voit bien en vous écoutant, vous ne l'avez pas dit, mais que probablement il faut, je ne sais pas s'il faut un profil un peu particulier pour pouvoir coordonner, c'est-à-dire faire travailler ensemble, orchestrer des personnalités ou des équipes qui ne se connaissent pas forcément, voire se regardent. Enfin, la recherche en France est marquée
assez peu par la question des collaborations, alors que là, on crée un cœur de métier qui est la collaboration. J'avais envie de vous demander aux unes et aux autres si vous auriez des éléments à nous donner pour une espèce de profil type. On voit bien que la personnalité du responsable de consortium va être assez déterminante, me semble-t-il, dans la réussite des projets. Est-ce que vous auriez des éléments à nous donner là-dessus? Est-ce que vous nous présentez deux expériences réussies ou en voie de réussite, si je comprends ce que vous nous dites? Est-ce que vous avez connaissance d'expériences qui ont échoué, en sachant que ce sont des expériences qui ont une grande valeur quand on analyse aussi ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Est-ce que, par exemple, dans vos pays respectifs, vous avez connaissance d'expériences qui ont échoué, de sorte qu'on puisse en tirer aussi quelques éléments, nous, dans la future structuration des consortia? Merci en tout cas. Je reprends la parole, Isabelle et Anka, ça va? Alors, moi, je dirais que, parce que disons que pour nous, alors le consortia, d'abord, en fait, c'était un peu Ralph Jux et moi qui avons eu pleine liberté à construire. Et je dois dire qu'on est bien tombés les deux. On était très complémentaires. On s'est très bien entendus. On s'est fait confiance. Et alors, ça a vraiment bien marché. On a choisi des collaborateurs vraiment exceptionnels et on a vraiment vécu des bonnes expériences. On a eu quelques aussi collaborateurs où ça n'a pas matché et puis qui sont repartis, mais qui ont quand même travaillé un temps et puis ça a été. Donc je dirais que d'avoir, on était dans le même bureau, alors on avait chacun un 50% ensemble et puis le 50% on était ailleurs, ça faisait quand même du lien avec ce qu'on faisait, mais on a pris le temps de discuter, de dire ce qu'on pensait. Et je pense que voilà, chacun, on avait des compétences assez différentes. Et moi, j'étais plus à gérer un peu plus l'équipe sur place. Ralph était plus un peu des fois méta parce qu'il avait moins de temps à des moments de sa vie. Donc voilà, mais ça a bien marché. Je dirais que les défis, c'est que on aurait dû peut-être plus poser les objectifs on a travaillé comme un groupe, alors qu'en fait, on recherche, vous savez, c'est très individualiste quand même. Et probablement que sur ces années, la progression académique de mon collègue Ralph Jux a été majeure, la mienne moindre. Et maintenant, ça a des retentissements sur ma carrière académique. Alors, j'en veux à personne, mais j'aurais dû fixer beaucoup plus les objectifs pour ma part dès le début et plus m'y tenir, je pense. Parce que je le paye un peu aujourd'hui. Donc, ouais, parler de l'horizon à venir est important, je dirais. Oui, parce que vous parliez d'altruisme, il en est de même pour le pilotage d'un consortium, je crois, Tout à fait, très tout à clairement. fait, oui. Merci. Moi, ce que je pourrais ajouter par rapport à ça, c'est que de notre expérience, donc la personne qui a vraiment été identifiée comme étant la responsable au sein du ministère, donc lorsqu'on a déposé la demande, est Marie-Ève Boutier. Marie-Ève, elle a quand même un profil, donc c'est quelqu'un qui a créé un centre d'éthique clinique. C'est vraiment quelqu'un qui est habitué de travailler sur le terrain, mais gestionnaire aussi, qui a fait de l'évaluation de cas d'aide médicale à mourir, mais qui a aussi une position universitaire. Donc, qui a un peu les deux chapeaux et elle est habituée de gérer des équipes. Donc, pour moi, quand je disais l'élément de gestion est vraiment très, très important quand on parle d'un consortium, pour moi, ça, c'est un des éléments qui fait vraiment la force de notre consortium, c'est d'avoir, entre autres, une personne qui rallie quand même au niveau de la personnalité. Donc, ça, c'est très important. Et dans ce domaine-là, comme je disais tout à l'heure, des universitaires, on est quand même en général des égos assez forts. Donc, il faut quand même avoir des gens qui ont une personnalité rassembleuse et qui sont habitués de gérer un peu des situations complexes, je dirais. Donc, entre autres, l'éthique clinique est vraiment parfaite pour ça. Donc, oui, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça parce que peu importe, même s'il y a quelques responsables qui sont là,
il faut vraiment s'assurer que il y ait ces têtes-là, soit bon, des gens qui s'entendent bien ensemble, mais qu'il y a quand même un pivot qui rallie et qui est, c'est ça, qui a une personnalité qui fit avec le rôle. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que voilà, n'hésitez pas, vous pouvez ouvrir vos micros. Christine Danel, je vous en prie. Ah, Christine Danel, vous pouvez. Votre micro est toujours désactivé. Alors, ah, vous pouvez pas l'activer. Pourtant, alors pourtant normalement, de mon côté, en tout cas, rien ne bloque. Alors, vous pouvez peut-être poser votre question dans le chat. Est-ce que, en attendant, est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Sarah Carvalho, je ne sais pas si c'est une vieille main ou. Oui, excusez-moi, c'est une vieille main. Ah, d'accord. Christine Danel? Oui, qui ne peut pas activer son micro. D'accord. Et du coup, je pense qu'elle tape peut-être sa question dans le chat. Alors, vous soulignez les aspects positifs, mais est-ce que vous voyez des inconvénients au consortium sur les objectifs de recherche, par exemple de devoir renoncer à ses propres projets? Je ne sais pas qui veut se coller à, Je peux à peut-être cette question. répondre. Oui. C'est sûr que dans notre cas, les objectifs de recherche étaient déjà bien identifiés en amont. Donc, c'est sûr que en fait, c'était pas tant les objectifs. Pour nous, le travail était de savoir comment est-ce qu'on allait répondre à ces objectifs avec les méthodes de recherche. Donc, c'était proposer toute la méthodologie qui allait derrière. Mais c'est sûr que de ce que je comprends quand même des consortia qui vont se créer, vous avez la possibilité de proposer vos propres projets. Donc, je ne sais pas après, est-ce qu'il va y avoir une négociation qui va se faire à l'interne avec les personnes qui vont être identifiées comme étant compatibles ou avec des projets qui sont qui se marient bien ensemble. Donc, ça, je sais peut-être plus Clément pourrait répondre à cette question. Alors effectivement, nous, c'est vrai que là, enfin, de la manière dont sont organisées les choses, les chercheurs ou les équipes déposent des lettres d'intention, donc qui donnent une direction dans laquelle ils aimeraient aller. Alors une direction plus ou moins précise en fonction des équipes ou des chercheurs. Parfois, c'est des thématiques de recherche avec des choses un petit peu moins consolidées. Parfois, c'est des projets qui sont pour le coup bien arrêtés avec une méthodologie, enfin où tout est bien cadré. J'en profite pour repasser le message que les deux sont possibles dans les dépôts, donc à ce stade, ne vous bridez pas. Voilà, j'en profite pour faire la pub de l'appel à candidature. Ensuite, les lettres d'intention seront revues donc par un conseil scientifique qui proposera de retenir certaines lettres d'intention et surtout de les organiser à l'intérieur de consortiums, de consortia. Donc, a priori, l'idée, c'est quand même de ne pas dénaturer les propositions qui sont faites. Il y aura peut-être des négociations, des arbitrages qui pourront être faits ensuite à l'intérieur des consortia, mais l'idée, c'est quand même de coller
à ce que les différentes parties prenantes ont envie de faire, au risque qu'elles décident simplement de ne pas rester dans le consortium. Donc là, ce serait perdant pour tout le monde. Donc il y aura probablement des petits ajustements à faire, et notamment peut-être pour des questions budgétaires, peut-être que sur certains aspects, en tout cas, avec le financement starter des consortia, on ne pourra pas aller au bout de certains projets. Mais par contre, l'idée, comme le rappelait Sarah Régis, et comme on le voit assez bien avec vos présentations, c'est qu'ensuite on puisse faire un effet de levier pour aller chercher des financements complémentaires qui permettraient donc de faire grossir les projets en essayant de limiter au maximum donc les frustrations. Eve, Anka, je ne sais pas si de votre côté vous avez été confronté à ce type de choses. Je dirais que, en fait, souvent, c'est même on laisse chacun ou chaque petite équipe débuter un projet, et puis ensuite, dans un stade assez préalable, on a des discussions, ce qu'on appelle dans des research breakfasts, où on fait des présentations pour présenter ce qu'on aimerait soumettre. On essaie de le faire assez vite, au stade précoce, pour que justement, ça soit nourri. Puis là, on est souvent une quinzaine, hein, en tout cas une quinzaine de personnes qui vont poser des questions, challenger un peu, dire « Ah, mais est-ce que tu as pensé à ci, à ça? Ça marcherait peut-être mieux, moi j'ai essayé ça. » Et puis, du coup, ça fait grandir un peu ce projet de recherche qui est embryonnaire pour en faire un meilleur projet. On essaie de laisser quand même les gens qui sont leaders là-dedans continuer. C'est vrai qu'il y a eu des fois des échanges assez costauds qui challengeaient un peu les gens, mais je pense que ça aboutit à des projets qui font plus de sens et puis qui ont plus de chances d'avoir du succès par la suite. J'ai pas l'impression que les gens ont été bridés par cela, mais plutôt de justement se mettre ensemble pour se dire, ben voilà, on a un objectif. Par exemple, je pense une chose toute bête, mais vous savez, on avait parlé du désir de mort. C'était un projet de recherche qui avait été initié par des collègues que Ralph Jox et moi avions repris en fait un peu au début de la chaire parce qu'ils avaient eu de la peine à le finir. On se l'est approprié. Après, il y a un collègue médecin qui est venu le faire, ce projet de recherche, pour une autre catégorie de personnes. Et puis, finalement, on a réfléchi dans l'équipe en se disant, mais arrêtons de parler de désir de mort, mais est-ce qu'on ne retournerait pas ça en désir de vivre? Parce que c'est un peu quelque chose qui pourrait cohabiter. Et puis, on a mené un peu des projets là autour qui font maintenant, qu'on s'est vraiment approprié, qui font plus de sens, et ça a vraiment aidé à, je trouve, amener quelque chose de plus. Donc, voilà, de pouvoir un peu en discuter à plusieurs avant de. Donc oui, il y a quelques inconvénients parce il faut oser dire les choses, il faut maintenir ses idées, mais après, les projets de recherche qui font plus de sens, il me semble. Alors de ma part, c'est une question qui me parle beaucoup, le risque de devoir renoncer à ses propres projets, parce que je pense que ça m'a beaucoup inquiété au début, étant du fait que je ne suis pas d'une discipline clinique, et le fait de travailler à l'hôpital, pour moi, il y avait le risque que ça soit équivalent à perdre un peu mon identité de sociologue et de linguiste. Et je me rappelle que c'était quelque chose que nous avons discuté assez tôt. Le fait que pour moi, je voulais bien faire des présentations dans des congrès de médecine où les présentations sont de 3 minutes, voire 7 minutes si on a de la chance. Mais que pour mon avancement intellectuel et personnel aussi, j'avais aussi besoin de présenter ça en congrès de linguistique où une présentation dure 45 minutes et de faire des workshops voilà, sur la syntaxe, parce que c'était quand même important pour moi. Et je comprends aussi que pour Eve et pour Ralph Yox, c'était une question de confiance en moi. Vu qu'ils ne me connaissaient pas, ils ont dû me faire confiance que ça allait porter des fruits après. Et je pense que ça a porté des fruits. Mais voilà, on a quand même besoin de confiance et d'ouverture, même si nous avons des objectifs qui, pour le consortium, sont des objectifs assez appliqués, cliniques, j'imagine. Mais il faut être ouvert à des objectifs personnels des collaborateurs qui peuvent faire sens aussi. Et là, je pense qu'il doit y avoir un dialogue et aussi une flexibilité de la part des collaborateurs aussi pour faire du clinique. Et Merci, effectivement, merci beaucoup.
Et effectivement, l'un des enjeux va vraiment être de pouvoir, de pouvoir faire cohabiter aussi, les différentes disciplines, dans les manières de valoriser. Effectivement, on valorise pas du tout de la même manière. Vous l'avez très bien souligné, dans un congrès, médical, avec une présentation assez rapide versus, voilà, enfin même les stratégies de publication en sociologie, par exemple, et en médecine sont pas du tout les mêmes. Les papiers avec 15 auteurs, c'est assez peu courant en sociologie. Donc, ok, en tout cas, ça fait assez écho. Isabelle, peut-être? Oh, ça sonne à ma porte. Je suis vraiment désolée. Je dois y aller. Ce sera pas long, je reviens. Pas de Euh, souci. On va de toute façon peut-être. Ouais. Oui, On tout a passé le temps, Clément, et je pense que oui, tout à nos fait. invités avaient donné un accord pour 1 heure. On les prolonge déjà. Enfin bon, ils sont très bien payés pour ce temps, hein, bien entendu, hein, mais merci en tout cas énormément là pour votre contribution. Peut-être, si vous le permettez, en tout cas, je pense que Sarah sera d'accord, on s'autorisera à revenir aisément auprès de vous à mesure que nous mènerons ces expériences, puisque pour nous, c'est une avancée un peu dans pas l'inconnu, mais quelque chose d'assez nouveau. Et je pense qu'au-delà de ce webinaire, ça serait intéressant qu'on garde un lien avec vous, si vous en êtes d'accord, pour revenir vers vous aussi, pour échanger sur nos éventuelles difficultés à constituer ou à faire vivre, sans langue de bois, hein, créer un collectif des novos, le faire vivre et durer dans le temps, faire en sorte que 1 + 1 fasse plus que 2, parce que c'est un peu l'enjeu des, des consortia n'est pas si évident que cela. Donc, on serait très content si vous acceptiez cette simplicité des rapports avec vous et de revenir vers vous autant que de besoin, si vous nous y autorisez, bien entendu. Puis on ne veut pas en abuser, mais parce qu'au-delà, je vais un peu plus loin parce que c'est notre fonction à Sarah et à moi de voir même un peu plus loin que ce présent programme de recherche. Nous avons un retard à rattraper en France, mais nous avons à commencer à penser des futures collaborations. Je pense que c'est aussi ce qui pourrait se dessiner dans cette réflexion que nous menons d'une manière ou d'une autre en commun, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. D'autant qu'on n'oublie pas que dans le programme, on nous demande aussi de réfléchir à moyen terme à Exactement. l'international. Donc, effectivement, c'est une très belle, je pense, opportunité. Avec plaisir. Merci beaucoup, oui, avec très grand plaisir. Et en fait, peut-être si je peux prendre juste 2 minutes pour dire ce que je voulais dire avant d'être interrompue, c'est que je voulais vraiment mettre l'accent sur le fait que pour moi, en tant que chercheur, ça fait quand même 15 ans que j'ai un poste universitaire comme professeur et bon, que je fais de la recherche, mais je dirais que cette expérience de consortium, ça fait 1 an qui est en place, c'est pour moi la plus belle expérience que j'ai eue de recherche depuis le début là, de ma carrière de chercheur. C'est extrêmement stimulant intellectuellement. C'est ça, je pense qu'il faut quand même être bien avec les personnes avec qui on travaille, mais ça propulse à je ne sais pas combien la capacité qu'on peut avoir à produire des choses et à avoir un réel impact. Alors, C'est en je tout vous cas le souhaite... pari. C'est le pari Oui, tout des à fait. consortia. Hein, Oui. Mais ça Alors, fait je vous plaisir souhaite... d'entendre quelqu'un qui est heureux. Oui, oui, tout à fait. Alors, Merci en bonne tout chance cas. à tous. Ça fait une très belle conclusion. Merci beaucoup Isabelle, Anka, Eve, et puis merci aussi à toutes les personnes qui travaillent avec vous. Euh, voilà, je sais pas, je pense qu'on va pouvoir se quitter. Merci à tous et donc rendez-vous le 19, donc lundi pour du coup le prochain webinaire autour de la recherche participative. Voilà. Merci Clément. Merci. Merci Merci à Merci. tous. Bonne Au soirée. revoir. Merci, au À revoir. bientôt. Bonne journée au Québec. Au Au revoir. revoir. Au revoir.